Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, on a la chance de se retrouver aujourd'hui avec le professeur Michel Kindo de Strasbourg qui va nous faire un cours sur les assistances ventriculaires gauche et j'ai la chance de modérer cette session avec Clément Delmas de Toulouse et Pascal Battistella de Montpellier. Donc c'est tout bon, Michel, à toi la main. Bonjour à tous, je suis très content d'être nouveau à cette session RECATRA. On va donc discuter de l'assistance ventriculaire gauche du point de vue général et voir un peu la situation en France, nos résultats et pourquoi on assiste à un dysfonctionnement majeur, notamment du référencement des patients pour l'assistance ventriculaire gauche. Donc, pour rappel, notre topo va se limiter à l'assistance ventriculaire gauche. Il existe bien sûr des assistances biventriculaires de longue durée. Nous ne discuterons pas de ces devices et de leur implication et de leur implantation en France lors de cette session. La seule assistance ventriculaire gauche que nous avons actuellement sur le marché en France est le HeartMate 3. Le Heartware, commercialisé par Medtronic, a arrêté sa commercialisation il y a 2 ans maintenant. Et donc, on a l'assistance ventriculaire gauche de type HeartMate 3 qui est disponible. Donc, le HeartMate 3 est une assistance à flux continu de 3e génération. Donc, c'est une pompe axiale avec une canule qui est placée au niveau de l'apex du cœur qui permet d'aspirer le sang au niveau du ventricule gauche. Il y a un champ électromagnétique qui va faire tourner un rotor aux alentours de 5000 tours par minute et le sang va être éjecté via une prothèse au niveau de l'aorte thoracique ascendante. Bien sûr, le device est connecté électriquement par un câble qui traverse la paroi abdominale, qui va sortir au niveau du flanc, va être connecté à un contrôleur et à 2 batteries. Alors, quelques points importants de rappel lorsqu'on parle d'assistance ventriculaire gauche, c'est tout d'abord la classification Intermax. Intermax est le nom de la société nord-américaine qui est un registre qui enregistre l'ensemble des données pour les patients bénéficiant de l'implantation d'une assistance cardiaque de longue durée et donc les assistances ventriculaires gauche. Et ils ont défini une classification qui permet de classifier les patients en fonction de leur degré de sévérité lors de l'implantation. Il est primordial que toute personne actuellement impliquée dans le monde de l'assistance cardiaque, de la cardiologie en général, de la chirurgie cardiaque, de l'anesthésie et réanimation, connaisse parfaitement cette classification, car lorsqu'on échange entre confrères, il est important que des mots-clés soient présents. Et quand on parle d'assistance cardiaque, de parler de la classification Intermax pour nos patients est primordial. L'Intermax 1, c'est le crash and burn, c'est le patient qui a une instabilité hémodynamique majeure, malgré l'augmentation des doses d'inotropes et de vasopresseurs, et ou qui est sous assistance de courte durée pour sauver la vie du patient. L'Intermax 2, sliding on inotropes, donc c'est les patients qui ont une insuffisance cardiaque nécessitant un support inotropique avec une augmentation progressive des doses d'inotropes pour maintenir l'hémodynamique, mais on assiste à une détérioration rapide des fonctions rénales, hépatiques, etc. L'Intermax 3, c'est le patient qui est toujours hospitalisé, qui est en décompensation cardiaque sous support inotrope, mais stable. Il n'y a pas de dégradation hémodynamique et il n'y a pas de dégradation des fonctions d'organes sous support inotropique, genre de la dobutamine à faible dose. Donc les Intermax 1, 2 et 3 sont des patients hospitalisés. L'Intermax 4, et c'est ce qui va nous intéresser, c'est le frequent flyer. C'est le patient qui a une insuffisance cardiaque chronique terminale sous traitement médical optimal, mais qui va être hospitalisé de manière itérative ou consulté de manière itérative pour des épisodes de décompensation cardiaque nécessitant des cures d'inotropes ou des majorations du traitement diurétique. L'Intermax 5, c'est aussi un patient qui est à domicile, mais qui a une insuffisance cardiaque sévère qui fait qu'il a une limitation importante de ses activités physiques. Les Intermax 6, c'est des patients qui sont symptomatiques à l'effort, et les Intermax 7, c'est les patients qui sont classe 2 ou 3. Donc, on va dire 2 groupes importants pour le sujet qui nous intéresse, c'est les Intermax 1, 2 et 3 qui sont les patients hospitalisés, et comme nous allons le voir, c'est la majorité de nos patients qui sont référencés actuellement pour l'implantation d'une assistance ventriculaire gauche, et les Intermax 4, frequent flyer, et 5, les patients cloîtrés à la maison, ce sont les patients qui sont normalement la cible idéale pour proposer une assistance, soit dans l'attente d'une greffe, soit de manière définitive. Donc, retenez cette classification, ça doit être un élément essentiel, au même titre que la classification NYHA,
ou la classification de Langor, c'est un outil primordial à connaître pour pouvoir parler des patients en insuffisance cardiaque chronique. Il y a essentiellement pour les assistances ventriculaires gauche 2 indications. Ça a déjà été largement discuté et présenté lors des différents cours de RECATRA. Il y a essentiellement donc le bridge to transplantation. C'est des patients qui, du fait de leur état hémodynamique et ou clinique, vont nécessiter l'implantation d'une assistance ventriculaire gauche dans l'attente d'une greffe afin de prévenir le risque de mortalité dans l'attente d'une greffe sur liste d'attente. La deuxième grande indication, donc en France, la bridge to transplantation, c'est l'indication qui est en première position. La destination therapy, ce sont des patients qui vont pouvoir bénéficier de l'implantation d'une assistance ventriculaire gauche de longue durée, mais de manière définitive, sans qu'il y ait un projet de greffe qui leur soit proposé. En France, malheureusement, très peu de patients sont référencés pour cette thérapeutique et comme nous allons le voir, cette thérapeutique pourtant offre de nombreux bénéfices aux patients. Aux États-Unis, alors c'est toujours difficile de faire la comparaison parce qu'il y a des systèmes d'accès à la greffe, etc., qui sont assez différents. Mais quoi qu'il en soit, actuellement aux États-Unis, l'indication d'implantation numéro 1 d'une assistance ventriculaire gauche est la destination therapy, bien loin devant la bridge transplantation. Alors, j'insiste sur cet aspect de comparaison difficile. Les États-Unis ont eu une modification de leur système d'accès à la greffe qui fait qu'il est extrêmement facile d'avoir un accès à la greffe de manière prioritaire aux États-Unis actuellement. Alors, l'état des lieux des assistances, c'est l'état des lieux 2015-2021 avec l'ensemble des centres. Ce sont les assistances ventriculaires gauche de longue durée. Ça inclut également les assistances biventriculaires. Vous voyez les différents centres qui participent à l'implantation de ces assistances ventriculaires gauche. Ce sont donc des centres de niveau 1 pour la majorité, qui ont tous les dispositifs d'assistance ventriculaire gauche de longue durée, les assistances de courte durée et un accès à la greffe. Voici la situation actuelle en France en nombre d'implantations de l'assistance ventriculaire gauche. Donc, on voit tout de suite qu'il existe un défaut de référencement pour l'implantation de l'assistance ventriculaire gauche en France, le fameux French paradox qu'on va appeler. On a un taux d'implantation extrêmement bas. Vous voyez sur le diagramme de gauche, le nombre total d'assistances ventriculaires gauche implantées en France entre 2015 et 2023, c'est 1381. On avait un nombre relativement stable, un peu moins de 200 jusqu'en 2019. La crise du Covid est passée par là et depuis, on voit un effondrement, littéralement, de l'implantation de ces assistances ventriculaires gauche. 2019, 195 assistances ventriculaires gauche, 2020, 160, 2021, sortie de crise Covid, on continue à baisser 138. 2022, on a encore baissé 121 et en 2023, sur le premier trimestre, il y a eu 30 implantations d'une assistance ventriculaire gauche. Ce chiffre de 2023 n'est pas du tout encourageant en termes de nombre d'implantations, puisqu'on reste sur des chiffres prévisibles donc d'un peu plus d'une centaine d'assistances ventriculaires gauche implantées en France. Donc, on voit tout de suite qu'on a un effondrement de l'implantation d'assistance ventriculaire gauche en France actuellement. Et quand vous regardez le diagramme de droite, c'est le taux d'implantation d'assistance ventriculaire gauche par million d'habitants. Donc, vous avez les États-Unis qui sont largement en tête. Donc, c'est les chiffres de 2021, je n'ai pas actualisé. Il y avait 11,4 implantations d'assistance ventriculaire gauche par million d'habitants. Et vous voyez que la France, on se retrouve en queue de peloton. À l'époque, on avait 2,7 implantations d'assistance ventriculaire gauche par million d'habitants. Et les chiffres actuels de 2022 font qu'on a encore régressé et que nous sommes passés derrière l'Italie actuellement en termes d'implantation d'assistance ventriculaire gauche par million d'habitants. Il a noté que l'évolution sur le premier trimestre 2023, si l'on compare sur ce qui se passe dans les autres pays européens, dans la très grande majorité des pays européens en sortie de crise Covid, les systèmes de santé se sont visiblement remis en route puisqu'ils ont une progression par rapport à leurs chiffres de 2022 de plus de 20% d'implantation d'assistance ventriculaire gauche, alors qu'en France, désespérément, nous stagnons avec un taux exceptionnellement bas d'implantation d'assistance ventriculaire gauche. Donc, il y a un véritable French paradoxe sur le défaut de référencement des patients pour l'implantation d'une assistance ventriculaire gauche. Je reste juste encore sur cette diapo pour souligner également que ce problème s'inscrit probablement dans un problème de politique de santé globale. Il y a effectivement les services hospitaliers et la majorité des centres qui font l'implantation sur nos services hospitaliers universitaires sont hautement déstructurés par les difficultés de fonctionnement liées au manque de personnel, etc.
Il y a un véritable défaut de la liaison entre la médecine hospitalière et la médecine de ville. Comme vous le savez, nous avons une diminution depuis un an du nombre de médecins, enfin un peu plus d'un an, du nombre de médecins généralistes et du nombre de cardiologues. C'est la première fois qu'on voit une diminution de plus de 1200 cardiologues libéraux, du nombre de ces cardiologues libéraux. Donc, un patient actuellement, j'ai vu les chiffres d'accès à la première consultation après hospitalisation chez un cardiologue. Normalement, dans les recommandations, on doit se retrouver dans un délai de 30 jours pour la première consultation, s'assurer de la titration, etc. et de la prise en charge des patients ayant fait un épisode de décompensation. Dans certaines régions, nous atteignons 160 jours. Donc, il y a moins de médecins. La majorité des médecins sont Doctolib, ne prennent plus de nouveaux patients. Et un primo entrant dans l'insuffisance cardiaque actuellement en France est en danger. Alors, les défauts de renforcement, toujours ce French paradoxe. Vous voyez ici les résultats de 3 registres. Le registre français qui est en bleu, France Max. Le registre vert, Euromax, qui est le registre européen des assistances ventriculaires gauche. Et le registre Intermax, qui est le registre nord-américain de ces assistances ventriculaires gauche. Donc ici, vous voyez sur cette présentation la sévérité des patients qui sont référencés en France. À gauche, les patients Intermax 1, donc les patients les plus sévères en décompensation, qui sont adressés majoritairement dans 36% des cas. Ce sont nos référencements actuellement en France pour l'implantation d'une assistance ventriculaire gauche, alors que dans le registre Euromax, nous sommes qu'à 13% et dans le registre Intermax à 18%. Donc, les patients les plus sévères, qui sont sans doute les moins bons candidats, sont référencés en France, alors que dans les autres pays, l'Europe et l'Amérique du Nord, ce taux de référencement en Intermax 1 est beaucoup plus bas. Intermax 2, nous avons 18% pour le registre France Max versus 25% dans le registre Euromax et 34% dans le registre Intermax. Pour les Intermax 3, on est à 17% en France de ces patients, donc ces patients qui sont hospitalisés, qui sont sous inotrope, mais stables. Alors qu'en Europe, Euromax 27%, aux États-Unis 35%. Les Intermax 4, les candidats idéaux pour l'implantation d'une assistance ventriculaire gauche, et on reviendra pourquoi, ce sont seulement en France 10% des patients qui sont référencés dans ce statut clinique et hémodynamique, versus 33% en Europe et 12% aux États-Unis. Donc vous voyez très clairement, quand on compare les résultats, et on le fera après, de la France, de l'Europe et de l'Amérique du Nord, nous avons un problème de référencement avec des patients extrêmement sévères. Les patients nous sont adressés uniquement lorsqu'ils sont dans une phase de décompensation, alors que le candidat préparé, sélectionné, bilanté et optimisé avant l'implantation, l'Intermax 4, ne représente que 10%. Même chose pour souligner l'importance de la gravité des patients qui ne sont référencés, c'est le nombre de patients qui sont sous ECMO avant l'implantation d'une assistance ventriculaire gauche. En France, 31% des patients étaient sous ECMO avant l'implantation d'une assistance ventriculaire gauche, versus 11% en Europe, le registre Euromax, et 5% dans le registre nord-américain. Et c'est d'autant plus péjoratif, cette information, que les patients qui sont sous ECMO, c'est souvent des patients qui sont sur un projet de greffe, qui vont avoir 14 jours de priorisation et qui, au bout de ces 14 jours, vont perdre leur priorisation. Donc, dans la très grande majorité des cas, mais je ne peux pas vous donner les pourcentages parce qu'il faut que j'affine l'analyse statistique, ce sont des patients qui ont attendu une longue période, donc de 14 jours en réanimation, avec tous les risques associés à une prise en charge médicale intensive en réanimation, les risques d'infection, de défaut d'évaluation du VD, parce que le patient est sous ECMO et que c'est plus difficile, qui sont référencés en France. Alors, nos résultats, si on regarde donc à gauche, vous avez la courbe de survie avec une survie à 12 mois de 64%, à 36 mois de 55%, à 60 mois de 51% et à 84 mois de 50%. On a effectivement une mortalité hospitalière qui va impacter fortement notre courbe de survie, comme vous pouvez le voir sur ce diagramme. Mais une fois qu'on a passé cette courbe de survie, cette période initiale, la courbe de survie en France est exceptionnelle et très bonne. Pourquoi? Parce que les patients, à la différence par exemple des États-Unis, vont être suivis par des systèmes médicaux performants que nous avons encore, fort heureusement,
ils ont accès à des centres de rééducation et à des suivis réguliers. Aux États-Unis, une fois que le patient a eu l'implantation de son assistance ventriculaire gauche, la montre tourne et le patient va sortir très rapidement de son hospitalisation et va rentrer à domicile. L'accès vers un centre de rééducation est extrêmement faible. Cette information est aussi très importante à comprendre parce que effectivement, ça explique notre survie qui est très bonne une fois qu'on a passé la phase initiale hospitalière où on a une mortalité élevée, mais du fait de la gravité de nos patients, Intermax 1, patients sous ECMO, Intermax 2. Mais après, sur le long terme, nous accompagnons nos patients de façon très optimale. Quand on compare cette survie par rapport au registre Euromax et Intermax, vous le voyez sur le diagramme de droite, à 1 an, on a une survie inférieure à Euromax qui est à 70% à 1 an et à Intermax qui est à 82%. Mais on voit tout de suite qu'à 3 ans, puis à 5 ans, nous avons une survie qui est supérieure au registre à 5 ans Euromax, qui est à 40% versus 51% en France, et 35% en Amérique du Nord. Donc, quelques points clés sur le référencement et la sélection de ces patients. Ça sera plus développé dans un cours. Donc, je vous ai dit, le premier mot-clé, on va parler Intermax. Intermax, le cible, ça va être de cibler les patients Intermax 4. Ce sont les patients qui présentent une insuffisance cardiaque avancée. Pour moi, les dernières recommandations de 2021 sur l'insuffisance cardiaque sont très belles, très claires, très précises. Et elles reposent sur de l'evidence-based medicine. Ces patients, on le verra après, quand on les a identifiés, on sait que leur survie va être altérée, on sait que leur statut fonctionnel est très péjoratif et on sait qu'ils nécessitent une prise en charge spécialisée, multidisciplinaire par une team d'insuffisance cardiaque avancée. Quels sont les 4 critères qu'il faut retenir de façon primordiale et majeure? J'insiste de nouveau sur ce point parce que ce n'est pas fait actuellement. Tout patient qui est stade 3 ou 4 de l'NYHA va rentrer dans cette catégorie. Une dysfonction cardiaque sévère définie par au moins des critères, une FEVG inférieure à 3%, une insuffisance ventriculaire droite isolée, une anomalie valvulaire sévère non opérable, une anomalie congénitale sévère non opérable, une évaluation de persistance du BNP, NT-proBNP et d'une dysfonction diastolique sévère. Donc, je suis stade 3-4, j'ai une dysfonction cardiaque sévère définie par au moins un des critères que je viens de vous citer. J'ai également un épisode d'hospitalisation ou de consultation non planifié au cours des 12 derniers mois pour congestion nécessitant des diurétiques IV, bas débit nécessitant des inotropes ou vasopresseurs ou arythmie maligne. Ça, c'est un élément clé. On a souvent tendance à ne pas être suffisamment attentif à ces épisodes itératifs. On n'est pas attentif à ces épisodes et à les relever, à se dire, tiens, monsieur X de 71 ans a présenté un épisode de décompensation malgré le traitement médical optimal. On a tendance à bien sûr réoptimiser et traiter le patient et il repart dans la nature sans qu'il soit référencé dans l'équipe insuffisance cardiaque avancée. Donc, point très important. Et ce point est aussi très important, c'est également les patients, donc ce n'est pas qu'une décompensation cardiaque qui nécessite des inotropes, c'est aussi réfléchir sur le patient qui va avoir une majoration de sa symptomatologie nécessitant la majoration de son traitement diurétique sans qu'il y ait des critères de défaut de suivi de régime, etc. C'est extrêmement important parce que référencer le patient ne veut pas dire qu'on va lui mettre une assistance ventriculaire gauche. Référencer le patient, c'est simplement l'adresser à une équipe multidisciplinaire qui va pouvoir optimiser le traitement, l'évaluer et discuter des options thérapeutiques, dont l'assistance ventriculaire gauche. Le 4e point de définition de cette insuffisance cardiaque avancée, c'est l'altération sévère des capacités d'exercice, avec soit un test de marche de 6 minutes inférieur à 300 mètres ou une VO2 max inférieure à 12 minutes km/min. Si vous avez un patient qui présente un de ces critères, il doit avoir le diagnostic d'insuffisance cardiaque avancée. Le diagnostic d'insuffisance cardiaque avancée est un diagnostic de gravité qui nécessite le référencement pour avis au sein d'un service spécialisé avec une équipe multidisciplinaire. Pourquoi c'est extrêmement important de les dépister? Parce que tout simplement, on sait que ces patients ont leur pronostic vital qui est engagé. Et souvent en médecine, on parle du pronostic vital, c'est très important, mais c'est aussi des patients qui ont une qualité de vie extrêmement altérée du fait de la perte de leur capacité fonctionnelle. Ici, vous voyez dans cette étude qui est de 2016, qui peut déjà paraître un peu ancienne, que moins de la moitié des patients sont vivants à 1 an sous traitement médical
optimale. Donc, c'est une étude qui inclut des patients dans des centres de référence nord-américains qui présentaient une insuffisance cardiaque sévère suivie en ambulatoire. Un patient qui a une insuffisance cardiaque sévère, sa survie à 1 an, en dehors, sous traitement médical, n'est que de 47%. Vous voyez sur la courbe de droite que pour les patients Intermax 4, la courbe en rouge, sans implantation d'une assistance ventriculaire gauche, la survie à 6 mois est de 52% et à 12 mois de 39%. Ça, c'est une information extrêmement importante à retenir. Mon patient qui a une insuffisance cardiaque avancée, son pronostic vital est en jeu. Et quand je vois un patient, et quand vous voyez un patient, il faut lui dire, il a le droit de savoir quelle est sa survie. Comme nous, chirurgiens cardiaques, quand on voit un patient, c'est notre obligation de lui dire le risque opératoire. On calcule l'Euroscore 2. Et on va dire, la chirurgie que vous allez bénéficier vous expose à un risque de mortalité hospitalière de 3%. Ou pour les formes les plus sévères, vous êtes dans une situation très sévère, vous avez une mortalité hospitalière après une chirurgie cardiaque de 60%. Ben, le patient qui a un Intermax 4, il a le droit de savoir et il doit être informé de ce pronostic, le rassurer en lui disant on va le référencer vers une équipe insuffisance cardiaque avancée et on va essayer de lui proposer, si c'est possible bien sûr, un traitement médical optimal et ou une assistance ventriculaire gauche si nécessaire. Ces résultats sont confirmés dans une étude beaucoup plus récente, parue dans le JACC en 2021, où là, ils se sont attachés à analyser la survie des patients ayant une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée ou altérée, etc. Comme vous le voyez sur ces courbes, ben, les patients, la survie à 2 ans, pour les 3 formes, c'est 33%. Donc, nous sommes face à une maladie extrêmement grave sur le point de vue du pronostic, mais également sur le point de vue fonctionnel. Alors, il y a un élément important, hein, tout le monde connaît cette courbe, l'a vu 3000 fois. Il y a une golden window pour proposer les patients vers ces unités d'insuffisance cardiaque avancée et l'assistance ventriculaire gauche. L'évolution au cours des dernières années, bien sûr, a été extrêmement favorable grâce aux traitements médicaux qui ont été progressivement améliorés avec les nouvelles molécules qui sont apparues, qui ont changé de manière évidente le pronostic des patients, qui ont amélioré de façon évidente le pronostic des patients. La seule chose qui a changé, c'est que les patients vont effectivement évoluer plus vite et vers cette golden window quand ils y rentrent, et ça va être très rapide avant qu'on soit vers un référencement trop tardif. Donc, les points clés, c'est mon patient qui est symptomatique, stade 3 de 4, les critères de l'insuffisance cardiaque avancée, qui a une diminution, chez qui on est obligé de faire une diminution de la titration des médicaments, qui a une intolérance au traitement médical optimal, qui a assez fréquente hospitalisation, qui a des arythmies récurrentes, qui a une dégradation de la fonction rénale, hop, le voyant doit s'allumer. Et ces patients doivent être référencés. C'est extrêmement important d'avoir et d'être attentif dans le suivi de nos patients. Bien sûr qu'il faut des structures idéales pour accompagner. C'est ce que je dis toujours, les patients, on va le voir en consultation au mois de septembre, il a une DFG à 45, on va le revoir au mois de novembre, il a une DFG à 39, on regarde juste le diagramme, enfin les résultats, on voit résultat précédent 45, 39, on se dit bah ça va, c'est pas grand-chose. On le revoit au mois de janvier, on voit la DFG qui est à 34, on se dit tiens, il était à 38 avant, c'est pas trop grave, il y a une petite diminution. Sauf que si on trace la courbe de la DFG et qu'on voit de manière visuelle cette dégradation progressive, on se dit il se passe quelque chose. Le patient est en train de passer du côté obscur de la force. Il rentre dans cette golden window. Et donc, nous, en France, comme vous avez vu, les patients sont référencés trop tardivement, donc cette partie rouge, où on est déjà avec des dysfonctions d'organes, des dénutritions sévères, des cachexies. Donc, référencer le patient, c'est lui permettre d'améliorer sa survie après l'implantation d'une assistance ventriculaire gauche, permettant une réadaptation cardio-musculaire et une amélioration de la qualité de vie. N'oublions pas la qualité de vie. Les patients sous assistance ventriculaire gauche reprennent une vie, reprennent des capacités physiques. Alors, même chose, ceux qui vont éplucher PubMed, ils vont regarder les études et ils vont se dire, mais tiens, c'est bizarre, après l'implantation d'une assistance ventriculaire gauche, j'ai trouvé une méta-analyse où le test de marche chez les patients sont à 450 mètres, ce n'est pas exceptionnel. Sauf que 98% de ces patients, enfin des études qui sont incluses dans cette méta-analyse, ce sont des patients qui n'ont bénéficié d'aucun programme de réhabilitation, de rééducation. C'est des patients qui quittent l'hôpital aux États-Unis et qui rentrent chez eux.
Et aux États-Unis, quand ils rentrent chez eux, ils ne sont pas forcément poussés à être extrêmement dynamiques et à favoriser une réhabilitation cardio-musculaire. Nous devons être attentifs, nous, dans le suivi de nos patients. Ça m'arrive fréquemment qu'un patient qui est en destination, au bout d'1 an ou 2 ans, quand on fait les tests fonctionnels, ils ont systématiquement un test de marche. Si je vois qu'il y a une dégradation des tests fonctionnels, je renvoie le patient en centre de rééducation, en ambulatoire, pour qu'il puisse travailler et améliorer de nouveau ses capacités à l'effort. Donc, quand on prend en charge nos patients pour sortir de ce French paradoxe et ce défaut de référencement et optimiser nos résultats initiaux en offrant la thérapeutique le plus précocement possible, quand les patients sont dans cette golden window, c'est extrêmement restreint, la première question c'est est-ce que le patient a une insuffisance cardiaque avancée? On a de la chance, on a des recommandations avec des beaux critères, 4 critères de définition. S'il a une insuffisance cardiaque avancée, le patient peut-il bénéficier d'une prise en charge par leur team? Donc là, c'est à nous, dans les différents centres hospitaliers, à monter ce Heart Team, parce que lorsqu'on fait actuellement le référencement en France de ces Heart Teams bien structurés, bien organisés, avec les moyens humains qui sont présents, et notamment des infirmières de coordination, voire des IPA, ces centres sont très rares. On les compte pratiquement sur les doigts des 2 mains, ces centres qui sont clairement identifiés, où le cardiologue voit le patient et il va se dire, tiens, il a dégradé sa fonction rénale, il a les critères d'insuffisance cardiaque avancée, je l'adresse à la Heart Team où il y a une réponse rapide. Les objectifs de la Heart Team, ça sera de donner des directives avancées, objectifs de soins. Parfois, certains patients iront vers les soins palliatifs quand ils seront contre-indiqués à tout à l'issue du bilan et de l'évaluation. Ça permettra de faire le bilan étiologique, biopsie endomyocardique, bilan génétique, imagerie avancée. Leur team sera en charge d'évaluer le traitement médical, de s'assurer qu'il est bien optimal avec l'optimisation, la titration, la supplémentation en fer. Les options thérapeutiques additionnelles pourront être discutées, le CardioMEMS, l'intervention structurelle si nécessaire, le MitraClip, le TriClip, le TAVI, le contrôle de l'arythmie, les diurétiques ou inotropes en ambulatoire qui ont tendance de plus en plus à montrer un intérêt pour certains patients. La gestion de l'insuffisance cardiaque et des comorbidités, l'éducation à la surveillance clinique des patients, avoir des infirmières qui assurent l'accompagnement et le suivi de cette éducation thérapeutique, évaluation et support psychologique, chose importante pour ces patients, prise en charge spécialisée des comorbidités, extrêmement importante, toutes ces comorbidités, le diabète, les troubles endocriniens divers et variés, et l'évaluation et traitement de la fragilité. On a souvent tendance à mettre de côté cette évaluation de la fragilité, mais pour rappel, une méta-analyse récente a montré que 50% des patients insuffisants cardiaques présentaient une fragilité caractérisée et que cette fragilité a été associée à une augmentation de la mortalité chez ces patients insuffisants cardiaques. Évaluation du pronostic et des capacités fonctionnelles, VO2 max, score pronostic, donc avec les différents scores que nous connaissons. Et cet Heart Team doit être capable de donner une directive claire aux patients et une information claire aux patients et à tous les correspondants. Donc, il y a une évaluation multidisciplinaire pour la transplantation ou l'assistance ventriculaire gauche, si c'est nécessaire, pour les patients qui sont en stade 3B et 4 et qui présentent une persistance des symptomatologies et qui sont réfractaires au traitement médical optimal. Donc, la clé, et ça, c'est aussi à nous de se tourner vers les pouvoirs publics, il faut que les centres se fassent labelliser. Et il faut que cette labellisation soit accompagnée par des moyens humains importants parce qu'il le faut pour nos patients si on veut enfin sortir de ce French paradoxe. En préopératoire, l'une des clés aussi dans le suivi des patients, c'est l'évaluation du VD. Le nombre de fois où je reçois un coup de fil en disant « Écoute, je t'appelle, mais je pense que ça ne sera pas bon. Le VD n'est pas bon. » Je fais « Ah bon, le VD n'est pas bon. » Ça veut dire quoi, le VD n'est pas bon? Ah, bah, quand je le vois à l'écho, il n'est pas bon. D'accord, mais alors c'est quoi les paramètres que tu as mesurés à l'échographie? Donc là, souvent, j'entends des choses diverses et variées. Donc en échographie, pour moi et dans notre expérience ici à Strasbourg, l'indice de sphéristicité est toujours un paramètre extrêmement performant. S'il est inférieur à 0,6, c'est un facteur prévisible de bonne performance du VD après l'implantation d'une assistance ventriculaire gauche. Et il y a aussi l'indice d'adaptation de charge du VD, le LAI, qui a été décrit par l'équipe du Berlin Heart Centrum, qui est extrêmement performant. Si le LAI est supérieur à 14, habituellement, le VD est suffisamment performant pour générer suffisamment de débit en assistance lorsqu'on implante une assistance ventriculaire gauche. Et l'autre élément extrêmement important, c'est bien sûr le cathétérisme.
On ne peut pas dire que le patient a un VD qui n'est pas suffisant pour l'implantation d'une assistance ventriculaire gauche sans les paramètres échographiques, mais également les paramètres hémodynamiques. Et tous les patients doivent absolument avoir un cathétérisme cardiaque avant l'implantation. Et l'un des critères qui est extrêmement performant, c'est l'indice de travail du VD, qui est la PAPM moins la PAPO, fois la SVI, Et l'idéal, c'est bien évidemment que cet indice soit inférieur à 0,3. L'importance de pouvoir cibler ces patients, c'est que je vous ai parlé déjà de la fragilité. Ben, cette fragilité, on peut la traiter avant la chirurgie. La traiter, c'est simplement inscrire le patient dans un programme de réhabilitation amélioré après chirurgie cardiaque. C'est un programme pendant 4 à 6 semaines. Le patient que j'ai implanté jeudi dernier, c'est un patient qui était en insuffisance cardiaque avancée où le cardiologue me disait oh, le VD, je ne pense pas qu'il soit bon, le patient, il n'est pas chaud, etc. Donc, j'ai dit, bah, écoute, attends, d'abord, avant de dire, on va le voir, on va l'évaluer, on va lui expliquer sa pathologie, on va le briefer dans notre réunion Heart Team insuffisance cardiaque avancée. Et si il est candidat, on va le préparer parce que le patient, effectivement, était cachectique avec une perte de 5 kg en 6 mois. Donc, ce patient, il a eu tous les paramètres qui étaient OK pour l'implantation d'une assistance ventriculaire gauche. Et donc, je l'ai préparé pendant 4 semaines. Donc, bien sûr, c'est l'éducation, l'arrêt du tabac, etc. Mais surtout, ce patient, pendant 4 semaines, il allait 3 fois par semaine faire des exercices dans un centre de réhabilitation. Vous avez eu le cours précédemment. Donc, il a réalisé 4 semaines d'exercice en centre de rééducation cardiaque, 3 fois par semaine. Il a réalisé également 3 fois par semaine des exercices de préparation respiratoire. On l'a supplémenté de manière systématique en Frézubin pendant 4 semaines. On a dépisté et traité l'anémie ferriprive et on l'a mis sous EPO. Il arrivait à l'hôpital avec une hémoglobine supérieure à 13,5. On avait optimisé son diabète. On avait fait une décolonisation pendant 5 jours du portage du staphylocoque et des bains de bouche. Et il est arrivé la veille de la chirurgie. Je l'ai opéré en ayant les mêmes paramètres que pour la chirurgie standard lorsqu'on fait la RAC. Il a eu de l'anesthésie multimodale, la limitation des apports, ça c'est extrêmement important de travailler avec vos anesthésistes en collaboration étroite pour pas qu'il y ait un remplissage inconsidéré pendant l'opération. Tous nos patients ont une anesthésie loco-régionale et c'est très important pour le réveil et l'extubation précoce. Ils ont une ventilation protectrice pendant toute la chirurgie. Ils ont une norme, on les maintient en normothermie. On utilise la CEC optimisée, normothermie, diminution du priming, et on utilise le CLCE1. Et dès le post-opératoire, on applique le même programme. Extubation précoce, le patient a été extubé à 5 heures. Le sevrage du support inotropique et vasopresseur chez lui a été réalisé à J2. Et la sortie de réanimation s'est faite à J4 avec un patient qui fait ses exercices tout seul de rééducation respiratoire, en plus des exercices avec le kiné, et il a commencé à faire du vélo dans le service. Donc tout ça est extrêmement important. Le moyen d'anticiper et de traiter la fragilité pour améliorer nos résultats lors de l'implantation d'une assistance ventriculaire gauche chez un patient Intermax 4, ben c'est le programme RAC. Le bloc opératoire, j'insiste également sur un aspect technique. Ce patient qu'on m'avait annoncé VD limite, je l'ai implanté par une approche mini-invasive. Alors, mini-invasive, j'insiste, c'est juste par les effets bénéfiques, moins invasifs sur la chirurgie. Donc, je fais une mini-sternotomie et une mini-thoracotomie. Et la spécificité aussi que je fais, c'est que la prothèse d'éjection du HeartMate, je le place côté gauche. Et je tiens énormément à ce positionnement. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est une pompe à flux continu. Et quand vous avez une prothèse d'éjection qui est très courte, ce qui est mon cas quand je fais l'implantation au côté gauche, elle fait moins de 10 cm ma prothèse d'éjection. Donc vous voyez les images, je peux faire la CEC centrale. Vous voyez sur l'image du haut, vous voyez l'aorte ascendante avec la zone de cannulation de l'aorte ascendante distale. Vous voyez la zone de cannulation de l'oreillette. Je peux mettre la décharge. Ici, vous voyez l'image par la thoracotomie, donc l'apex du ventricule gauche avec la séquelle d'infarctus, l'aspect blanc nacré que vous voyez. Toute cette partie de la chirurgie, je peux la faire sans CEC, c'est-à-dire que je peux implanter ma collerette apicale sans utiliser de CEC. Et je maintiens l'architecture péricardique qui est extrêmement importante dans la prévention de la dysfonction du VD.
Et je débute la CEC seulement quand j'introduis la pompe dans l'APEX et jusqu'au moment où je fais l'anastomose de la prothèse d'éjection au niveau de l'aorte ascendante. Donc, comprendre qu'une prothèse courte, il suffit juste de penser à la loi de Poiseuille. Si je diminue la taille de ma prothèse d'éjection de 5 cm, j'ai une réduction de la résistance à l'écoulement de 20%. C'est la loi de Poiseuille. Donc, plus j'ai une prothèse courte, moins j'ai de risques, bien sûr avec les autres mesures, le traitement de coagulants et surtout le traitement contre l'hypertension, donc maintenir la PAM à moins de 90 mm de mercure, permet de prévenir deux écueils. Un, le défaut de drainage et de fonctionnement de la pompe, et deux, surtout la thrombose de pompe. Depuis que j'ai fait cette technique, depuis 2016, je n'ai pas eu de thrombose de pompe chez les patients implantés d'une assistance ventriculaire gauche. Et j'ai eu qu'un patient qui a fait un AVC. Les résultats, donc ça c'est les résultats nord-américains, enfin nord-américains avec quelques centres, je crois, allemands. L'étude Momentum sur le HeartMate 3. Donc vous voyez qu'avec la pompe centrifuge, c'était l'étude initiale à 5 ans, la survie avec la pompe HeartMate 3 était supérieure à la survie avec la pompe axiale, le HeartMate 2. Et on voit que les derniers résultats publiés tout récemment concernant cette étude Momentum qu'ils ont poursuivi, on voit qu'à 2 ans, la survie chez eux est à 81%. Donc, c'est des résultats extrêmement satisfaisants de survie pour ces patients. Le statut fonctionnel des patients sous assistance est amélioré, que ce soit en test de marche, en distance parcourue, donc là c'est en FIT, mais également par les questionnaires de qualité de vie, et ceci quelles que soient les tranches d'âge. Bien sûr qu'il y a des morbidités, mais par la constitution de Heart Team avec des gens intéressés, passionnés dans le traitement, le dépistage et amener les patients en bon état à la chirurgie avec le programme RAC, plus le suivi post-opératoire qui est également multidisciplinaire, on voit que les résultats se sont extrêmement améliorés avec le temps. Vous voyez qu'en rouge, les résultats de Momentum, donc avec l'HeartMate 3 CAP et Momentum pivotal, on voit que les thromboses de pompe ont fortement diminué. Les AVC, on reste à une incidence un peu supérieure à 0,05 événements par patient par an. Les saignements gastro-intestinaux, je suis toujours assez surpris par cette courbe, restent relativement élevés avec une incidence en moyenne à 0,3. Alors moi, ils ont aussi un peu disparu, ces saignements gastro-intestinaux. Pourquoi? Parce qu'au cours du suivi, je m'attache à une chose, c'est diminuer la vitesse de la pompe. Une fois le patient est sorti de l'hôpital, a fait sa phase de réadaptation, entre le 4e et le 6e mois, j'essaie de baisser la vitesse de la pompe pour avoir une ouverture de la valve aortique intermittente et essayer de réavoir une pulsatilité plus amortie par la participation du cœur natif. Chez la majorité des patients, quand ils sont déchargés, ils vont récupérer un peu et avoir ce pulseless a fait qu'effectivement les saignements gastro-intestinaux, l'incidence dans mon expérience, sont extrêmement diminuées. Les infections de driveline sont encore un problème, bien sûr, qui sont présents. Il faut avoir une équipe extrêmement performante et avoir des infirmières coordinatrices qui suivent ces patients. Moi, j'ai la chance d'en avoir 2 à Strasbourg qui s'occupent de ça. Et c'est un réseau extrêmement performant avec les infirmières ou les patients qui envoient les photos des câbles de manière très régulière. Dès qu'il y a une rougeur qui apparaît, ils sont tout de suite vus en consultation ou hospitalisés. Les défaillances droites, bien sûr, peuvent survenir, notamment chez les destinations avec le temps. Il faut être très attentif. Il faut systématiquement revoir ces patients avec des échographies et également des cathétérismes et faire des ramping tests. Il faut se méfier, par exemple, sur les périodes estivales. Les patients vont avoir tendance peut-être à être plus déshydratés, de ne pas boire suffisamment, et on peut avoir rapidement des dysfonctions du ventricule droit qui peuvent apparaître sur ces défauts de suivi des patients. La dysfonction rénale, donc moi, tous les patients ont un bilan systématique tous les 15 jours avec mes infirmières qui construisent les courbes de suivi de la fonction rénale et on vérifie en permanence le maintien de cette fonction. Dès qu'on voit un décrochage, le patient est revu en consultation. Alors, le respiratory failure, j'avoue que ça, je ne sais pas très bien ce que c'est dans le suivi des patients. Effectivement, ça, c'est cette définition me reste assez obscure. Soit le patient, effectivement, devient symptomatique du fait d'une dysfonction de la pompe gauche ou, ce qui est devenu exceptionnel, surtout une dysfonction droite qui va engendrer une dyspnée chez nos patients. Donc, alors la conclusion, on va surtout se concentrer, j'avais insisté sur tous les systèmes, mais ce qui est important, c'est actuellement, évidemment, l'évaluation de nos patients pour les assistances de longue durée. Donc, j'ai insisté sur 2 points. La Heart Team avec l'insuffisance cardiaque avancée,
Retenez 3 choses, la classification Intermax, les 4 critères permettant de définir l'insuffisance cardiaque avancée et donc le référencement des patients vers ces unités, et à nous aussi de travailler pour qu'effectivement nos patients puissent être adressés dans des équipes efficientes de leur team d'insuffisance cardiaque avancée. Voilà pour mon topo. Merci beaucoup, Michel. C'était un topo hyper clair. Ça a retracé toutes les problématiques, tout en essayant de mettre en évidence les solutions potentielles. C'est hyper intéressant de voir les solutions proposées. Je pense qu'on va y revenir tous ensemble. Moi, déjà, ce qui me marque, c'est les premiers résultats que tu nous montres de France Max en comparatif à Euromax et à Intermax. Avec ce qu'on sait tous déjà, et on se flagelle avec, ces résultats à un an qui sont clairement moins bons, avec des hypothèses de travail que tu sembles nous confirmer sur des patients beaucoup plus sévères, des intermax plus bas, et puis beaucoup plus d'ECMO, c'est l'impression qu'on avait, mais au moins là, il y a des données, et je pense que ça serait vraiment intéressant de pouvoir déjà publier ces choses toutes bêtes, parce que finalement, le message tout seul fait peur, et va dans le sens de dire il faut pas en faire, ce qui est un des messages qui court dans certaines pensées en France. Mais si tu nous mets en regard ce que tu as très bien fait, le suivi à 3 ans puis à 5 ans, finalement les courbes s'inversent très bien. Et finalement la problématique c'est les médecins. C'est les médecins dans le sens le référencement. Et donc le message complet, c'est nos résultats à 1 an sont pas très bons parce qu'on prend en charge des patients très tardivement. Mais malgré tout, alors qu'au départ, on avait des patients très sévères, ils ont une survie à 5 ans qui est, je dirais, moi, excellente, et j'aurais pas peur de ce terme, au vu des patients initiaux. Et ça, je pense que c'est un message qu'on n'arrive pas à faire passer parce que jusqu'à maintenant, en tout cas pour ma part, j'avais pas ce visuel plus tardif et cette comparaison que tu viens de faire par rapport à Euromax et Intermax. Je pense que c'est un message qui est majeur. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on va changer les mots. On va dire on a des très bons résultats parce que nos patients sont sévères. Et si je fais une comparaison du groupe, je fais un lissage en prenant Euromax et Intermax, en prenant leurs résultats avec les Intermax 1 et 2, ce que nous avons majoritairement, ou leurs résultats et des séries publiées avec des résultats comparatifs, mais vraiment en faisant un appariement, un score de propension, nos résultats sont excellents. Et il faut bien comprendre une chose qu'on oublie souvent. Nous, on a la chance dans le système français d'avoir une collaboration très forte avec des réanimations spécialisées. En Amérique du Nord, juste pour que les gens se souviennent de ça, la majorité des centres n'ont aucune expertise. Il y a des centres à gros volume, New York avec Uriel, à Cleveland, etc. Mais les autres centres font peu de volume. Et la chose importante à savoir, c'est que tous ces centres américains n'ont pas de médecin d'anesthésiste réanimation en réanimation la nuit. 80% des centres nord-américains n'ont pas de médecin anesthésiste réanimateur la nuit. Ce sont les infirmières qui tiennent les réanimations la nuit. Nous, si tu prends nos résultats qu'on a, effectivement, tu dis pas bon, ils sont bons parce qu'on a des équipes extrêmement performantes. Là où c'est pas bon, c'est qu'en référençant des patients comme ça et nous en disant trop oui, on va tenter le coup. Effectivement, on va donner la chance à quelques patients, mais en même temps, on laisse cette image qui peut être péjorative. Ah, je me souviens de ce patient qui est resté 1 mois en réanimation. Et ça plombe l'image, ça plombe la motivation de l'équipe et ça détruit effectivement le référencement sans doute. Donc, je pense qu'on a des résultats très bons, que la qualité de notre prise en charge périopératoire avec des équipes d'anesthésie, réanimation extrêmement performantes, on a d'excellents résultats. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Et il y a cette partie-là que tu connais clairement mieux que moi, et puis il y a la partie sur laquelle tu as appuyé, c'est-à-dire que quand tu as un suivi à 5 ans ou 7 ans, ce que tu présentes avec une survie supérieure à 50%, c'est excellent. Et ça dépend évidemment de la prise en charge initiale, et ça dépend du suivi dont tu as parlé, avec cette collaboration étroite, avec des gens qui sont multidisciplinaires, investis et passionnés, et qui font qu'on y arrive. Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrive un petit peu à redorer cette image du LVAD en France qui le dessert parce que l'image du LVAD, c'est en effet le patient à qui, par défaut, on n'a pas eu de greffe et donc on n'a pas trop le choix. On va lui mettre un parachute au dernier moment quand il est à moitié clinquant, qui sera le LVAD. Mais tu sais, le LVAD, blablabla, blablabla. Alors que finalement, les résultats que tu montres, en effet, sont excellents. Ils sont surtout excellents à distance.
Ils le seront d'autant plus si on arrive à prendre les patients plus tôt et à les optimiser avant et après. Ce qui est très important et que j'avais déjà aussi souligné dans de nombreux topos et cours, c'est qu'en aucun cas, une fois que le patient est implanté, on doit s'approprier ce patient. C'est très important parce que même chose, les cardiologues de ville ne connaissent pas cette thérapeutique et ne comprennent pas le bénéfice parce qu'ils ne voient plus les patients. Moi, mes patients sont vus tous les 2 mois par le cardiologue de ville et j'insiste là-dessus. Et c'est très important que le patient arrive à la consultation tranquillement, ait pris son rendez-vous, que le cardiologue le voit et puisse le suivre et l'évaluer. Jusqu'à présent, la majorité des centres qui font de l'assistance ventriculaire gauche ont eu cette erreur de ne pas impliquer suffisamment dans le suivi les cardiologues et les médecins traitants. Donc ça, c'est important au sein de nos régions de référencement que d'une part les formations, mais d'insister. Il y a certains cardiologues qui me disent « Ah non, moi je ne veux pas le voir, je ne sais pas ce qu'il faut faire, etc. » Je lui dis « Écoute, tu le vois, tu lui fais une échographie, tu regardes les autres paramètres que pour les autres patients. S'il y a un problème, tu m'appelles. Mais moi, je ne peux pas les voir en permanence. » Donc, il y a des patients qui viennent de loin, donc ils vont voir leur cardiologue tous les 2 mois et faire le suivi pour mesurer la tension, s'assurer. Et après, ils sont très contents. Mais il ne faut en aucun cas qu'on continue à faire cette erreur. Il y a eu différentes erreurs. Hein. Il y a eu effectivement ces défauts de référencement. Il y a eu des patients trop malades où on a voulu donner leur chance à ces patients. Est-ce que c'est légitime ou pas? Je ne sais pas. Et surtout, on s'est approprié ces patients sans qu'ils retournent pleinement dans le système de santé et par le suivi de leurs médecins traitants et cardiologues traitants. Et ça, c'est très important. Et même chose, surtout ce qui est notre bataille sur les prochaines années, c'est l'erreur clinique. Michel, oui, pour être un peu provoquant, est-ce qu'on a des données qui peuvent montrer que des gens qui sont adressés à un ARTIM, eh ben, ils ont une survie meilleure? Alors, je pense que ces données, c'est un travail qu'on doit faire parce que ça sera flagrant. Il y a un critère de qualité de la prise en charge des patients qui s'est très développé en chirurgie, qui arrive maintenant en chirurgie cardiaque, c'est le rescue to fail. C'est-à-dire un patient, ce critère, c'est un patient qui est hospitalisé et qui développe une complication, quelle est sa mortalité associée? Et ça, je pense que ça sera un critère très pertinent. J'ai un patient qui vient dans un hôpital X, qui fait une décompensation cardiaque, qui va avoir une insuffisance rénale. J'aimerais savoir ce centre, d'accord, tous les centres, en critères de qualité de prise en charge, quelle est la survie du patient qui a présenté 1 ou 2 complications au décours de son hospitalisation, enfin, pour insuffisance cardiaque avec 1 ou 2 complications. Et je trouve ce paramètre extrêmement pertinent. Par exemple, aux États-Unis, ils ont sorti des papiers sur l'évaluation de la greffe. Un patient que je greffe et qui va faire une complication, quel est le taux de mortalité s'il a 1 ou 2 complications dans ce centre? Et je pense que ça sera intéressant parce que souvent, on se protège un peu. Hein, on se dit, non, mais moi, ils vont bien, mes patients. C'est ce que j'entends toujours. Ils vivent très longtemps, je les suis très, très longtemps et ils vont super bien. Mais si on a ces critères, ces indicateurs de dire, un patient qui vient pour une insuffisance cardiaque avancée dans tel centre, qui va faire une complication X ou Y, que ce soit une pneumopathie, une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique, quelle est sa survie dans ce centre à 1 an? C'est-à-dire, quelles ont été les thérapeutiques et la pertinence des thérapeutiques qui ont été mises en place chez ce patient lui permettant d'être vivant 1 an. Et ça, je trouve que ça serait un vrai indicateur de qualité de l'organisation des soins. On doit faire la preuve de notre performance. Moi, je publie mes résultats de ma chirurgie cardiaque. Nous publions nos résultats de la chirurgie cardiaque, notre survie hospitalière, notre survie à 1 an, 2 ans, 5 ans, etc. C'est des informations qu'on doit donner. Et dans les centres, pour évaluer la pertinence, je ne sais pas quel est votre sentiment par rapport à cet indicateur, mais je le trouve super pertinent. C'est-à-dire, dans les USIC, on relève pendant 1 an tous les patients. Alors, je sais que Clément a un beau registre. Alors, je ne sais pas si c'est identifiable, mais je pense. C'est ce fameux indicateur de est-ce que j'ai réussi à sauver mon patient qui a fait une complication pour une hospitalisation d'insuffisance cardiaque? Oui ou non? Ah non. Après, il y a les données. Il y a plusieurs données, là, il y a plusieurs questions. Avec les données de la Sécu, on est en train de faire un petit travail chez les moins de 65 ans. Et dans les critères que tu montrais, ils sont très bien, ils sont pas assez appliqués, mais l'hospitalisation, je crois qu'il y a, chez les moins de 65 ans, je crois qu'il y en a 30% qui décèdent
avec un diagnostic d'insuffisance cardiaque sans autre diagnostic, sans hospitalisation avant. C'est-à-dire qu'il y a quand même des patients qui vont arriver avec un premier épisode où la première hospitalisation dans l'année, bah, c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que ce sera l'hospitalisation qui va conduire au décès. Et finalement, ces patients-là, pour une partie, on aurait pu intervenir un peu plus tôt parce que la fonction rénale se dégradait, parce que petit à petit, l'état était en train de se dégrader. Et je trouve c'est toujours un peu dommage dans un score d'avoir un critère qui est un critère d'hospitalisation ou qui est un critère dur qui est déjà lui-même associé à une mortalité. Je crois que la mortalité liée à l'insuffisance cardiaque dans ces populations-là, c'est à peu près 10 à 12%. Oui, c'est-à-dire qu'à chaque hospitalisation, les patients ont 10% de probabilité de décéder. Et donc d'attendre une ou plusieurs hospitalisations, comme c'est des fois les recommandé, bah, ça veut dire qu'à chaque fois, on se met dans des situations où on perd un dixième des patients. Mais tu vois, par exemple, ce que je disais dans cet indicateur Fail to Rescue, si tu as un patient qui vient de moins de 65 ans qui va rentrer dans la maladie, qui va faire son premier épisode de décompensation, généralement, il aura une petite poussée d'insuffisance rénale, donc diagnostic, complications associées, etc. Donc, normalement, ce patient doit rentrer dans un schéma d'optimisation par la Heart Team et de suivi par la Heart Team. Or, si on fait une enquête en France, je pense qu'il y a moins de 10 centres de Heart Team d'insuffisance cardiaque avancée dignement structurés, performants, avec une équipe structurée, avec des infirmières de coordination, des IPA, etc. C'est une structure lourde, ça demande des moyens humains. C'est-à-dire, combien de centres en France ont un numéro d'appel unique permettant à un cardiologue de ville de référencer un patient immédiatement? Je vois un patient en consultation, il a pris 2 kilos, je suis inquiet, il peut venir faire une hospitalisation de jour, être pris en charge et rentrer à domicile, avec un numéro unique. Combien de centres ont 2, 3, 4 infirmières de suivi de titration et d'évolution et d'éducation thérapeutique? C'est ça la question fondamentale. Si on met cet indicateur, quelqu'un rentre dans la maladie, fait une poussée d'insuffisance cardiaque, fait une poussée d'insuffisance rénale associée, on le suit et les centres verront leur fail to rescue score, c'est-à-dire que le patient n'est pas rentré de manière évidente dans un processus adapté d'accompagnement et de prise en charge de l'insuffisance cardiaque avancée. Mais ce que tu décris, Michel, c'est un peu ce que veut la Société européenne de cardiologie et probablement des sociétés de chirurgie aussi. Mais c'est vrai qu'à un échelon plus local dans un établissement, on voit qu'en étant un peu à la frontière entre 3 spécialités que sont l'anesthésie, la chirurgie et la cardiologie, on se heurte à des difficultés pour isoler une seule Heart Team qui couvre le champ de l'insuffisance cardiaque ambulatoire à l'insuffisance cardiaque terminale du patient en ECMO et en réanimation, par exemple. Et ça, on a vraiment du mal à... En tout cas, c'est mon avis, en tout cas, une des causes du dysfonctionnement, c'est qu'il n'y a pas de consensus actuellement dans nos hôpitaux sur un système unique auquel tout le monde adhère avec une place pour chacun. Et c'est peut-être ça qui explique actuellement, effectivement, qu'on ait du mal à recruter, à inclure les patients, enfin, ou en tout cas dans ces systèmes de suivi. Probablement aussi que déjà, c'est ce que nous a fait Guillaume. Excuse-moi, Clément. Dans une chose que tu disais, Guillaume, il y a quelque chose qu'il faut changer. Tu disais c'est une prise en charge effectivement multidisciplinaire. Oui, mais dans ta phrase, tu laissais sous-entendre qu'effectivement, il y a des conflits, il peut y avoir des conflits d'intérêt entre les différents intervenants. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose de fondamentalement péjoratif. Le leader de la team insuffisance cardiaque avancée doit être un cardiologue. Et pour un cardiologue, être un leader de cette team, c'est savoir bien sûr fédérer les gens autour de soi. Fédérer cet espace de discussion, d'évaluation et de dire. Je pense que sur les 15 dernières années, cette thérapeutique, quand on parle de l'insuffisance cardiaque avancée avec l'assistance ventriculaire gauche appliquée, les chirurgiens se la sont trop appropriés. C'est-à-dire qu'ils étaient souvent isolés dans des centres avec peu d'équipes autour d'eux, peu de support, on va dire, cardiologique. Je pense qu'il faut changer le paradigme. C'est-à-dire que le leader, ça doit être des cardiologues d'insuffisance cardiaque avancée. Il doit y avoir maintenant le chirurgien, il doit y avoir le cardiologue rythmologue, il doit y avoir le cardiologue structurel. Tout ça sont des éléments importants. Et il faut qu'enfin on quitte notre côté méditerranéen de conflits, de toi, de toute façon, tu veux que l'opérer, lui mettre l'assistance, toi, de toute façon, tu veux jamais l'opérer, tu vas encore continuer tes médicaments. Enfin, tu vois, ces discussions qu'on entend tous. Donc, je pense que il faut que les cardiologues, vous
avec votre dynamisme, avec Recatra, et que les jeunes comprennent. L'insuffisance cardiaque avancée, c'est sans doute le domaine de la cardiologie, de la chirurgie cardiaque le plus palpitant, le plus intéressant, etc. C'est ce dont les services ont le plus besoin, enfin les patients ont le plus besoin. Et il faut que les leaders soient des cardiologues spécialisés en insuffisance cardiaque avancée. Il faut que derrière, il y ait une structure in our team. Il faut que le cardiologue soit leader et accompagne les patients avec ces discussions, etc. Quand le patient, on l'a staffé, on dit on fait une insuffisance ventriculaire gauche, je le rencontre, je discute avec lui, on le prépare ensemble, on le suit ensemble une fois qu'il a l'implantation. Mais c'est ça qui a été sans doute un défaut. On le faisait chez des patients très sévères, on les préparait mal, on en faisait sans doute chez certains chez qui on ne devait pas le faire, c'est absolument certain. Et la discussion, il faut qu'il y ait aussi des anesthésistes réanimateurs avec nous. Moi, je veux que l'anesthésiste réanimateur ait vu le patient avant, l'évaluer avant. Il sera attentif à certains points. Il sera déjà, quand le patient se réveille, qu'il reconnaît son réanimateur, c'est déjà quelque chose. C'est extrêmement important. Donc, je pense que c'est ça qu'on doit travailler. Les cardiologues spécialisés en insuffisance cardiaque sont les leaders de leur team insuffisance cardiaque avancée. L'ensemble des intervenants travaillent autour. Il y a des discussions. Si le patient juge qu'il faut lui faire un MitraClip avant, oui, pourquoi pas? Il faut le faire, on le fait. Je pense que ce qui est important, c'est tout le trajet de ta présentation. C'est-à-dire que, en effet, la première chose déjà, c'est être d'accord sur l'insuffisance cardiaque avancée. Et ce qu'on a longtemps fait, c'est ce que tu décris, Michel, et c'était même encore plus pyramidal si on le regarde à l'échelle en dehors du CHU, puisque c'est des CHU globalement qui voient ces patients-là, c'est qu'on avait mis le CHU, il y avait le Saint Graal, et il fallait venir gratter à la porte, supplier pour clairement l'insuffisance cardiaque avancée. Ceux qui en voient le plus, c'est les cardiologues libéraux. Donc c'est même pas nous, c'est les cardiologues libéraux. Et donc justement, il faut qu'on identifie ces patients. Les systèmes de télésurveillance peuvent permettre de le faire. Je vois qu'il y a l'équipe de Narbonne qui est bien spécialisée à la fois sur l'insuffisance cardiaque et la télésurveillance. Il y a des petites alarmes assez simples à régler pour dire, tiens, ce patient, peut-être que on pourra en discuter. Il faut simplifier en effet l'accès à leur team et il faut les organiser. Toute la difficulté à l'heure actuelle, c'est qu'il faut qu'on arrive à diffuser l'information sur ce qu'est l'insuffisance cardiaque avancée. Et donc, à partir du moment où on sait ce que c'est, on peut expliquer à notre patient ce que tu nous as bien dit au départ, c'est qu'il faut leur dire qu'ils ont 40% de survie à 1 an, ils ont 30% de survie ou 20% à 3 ans. Ça, il faut qu'ils l'entendent, hein, parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là qu'on va pouvoir évoquer la suite. Et évidemment, si je pense avoir, il y a des très belles études nord-américaines là-dessus, je pense avoir 80% de survie à 5 ans, et on me vend une machine où il y a une survie 50% à 5 ans avec des hospites pour des complications, bah évidemment, je ne vais pas adhérer. Et l'équipe médicale non plus, si elle n'a pas cette information-là. Donc ça, c'est hyper important et c'est ce travail avec ceux qui voient le plus de malades, nos collègues libéraux de centres périphériques, qu'il faut absolument faire. Et en diffusant les planches que tu nous as montrées, qui sont cette survie à 5 ans, qui est quand même, comme tu le dis, excellente au final. Tout à fait. Pascal, tu avais un autre commentaire, une autre question? On t'entend pas, Pascal, tu as le micro coupé. Excuse-moi. Je voulais quand même signaler que avec les traitements d'insuffisance cardiaque actuels, on a quand même repoussé un peu les limites de la mortalité, notamment sur liste et équivalent. Hein. Donc, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. On a amélioré le pronostic fonctionnel aussi de nos patients. Et dans les critères que tu as montrés sur l'insuffisance cardiaque avancée, quand même, ils sont sévères. Hein, 12 de VO2 et 300 mètres pour le test de marche. Enfin, c'est déjà des insuffisances cardiaques qui sont sévères. Et je ne suis pas sûr que ceux qui nous sont référés ont des valeurs aussi basses. On peut implanter des gens avec des VO2 à 14-15 au niveau d'un LVAD et c'est pas un crime hein, de le faire, au contraire. Hein. Voilà. Après, le bénéfice sur la mortalité, je crois qu'il est pas facile quand même à appréhender sur ces Intermax 4. Hein. Je peux me faire l'avocat de Guillaume Baudry qui nous a quittés pour son étude en BUVAD, qui est certainement une très belle étude.
Après, je voulais savoir quelle était l'exhaustivité des résultats de France Max que nous a publié. Est-ce que c'est vraiment la photographie de ce qui se passe dans la plupart des centres en France, ou est-ce qu'il y a des effets centres dans ton registre? Il y a clairement des effets centres, hein, Pascal, c'est évident. Il y a une politique d'accès à l'assistance qui est évidente et qu'on voit dans les résultats. C'est-à-dire que tu peux très voir un centre très agressif et qui va donner sa chance à de nombreux patients, notamment les patients Intermax 1, en disant bah, je l'implante et si ça ne marche pas, tant pis, mais au moins je vais donner la chance. Et il y a des centres qui vont être très sélectifs, qui vont en faire 4-5 par an, avec des résultats très bons et zéro mortalité. Donc, enfin, zéro ou une mortalité très faible. Donc, je crois qu'effectivement, il y a des effets centres, bien évidemment. Donc, ça dépend le type de référencement et ça dépend aussi de la politique du service. Moi, j'avais une politique assez libérale dans l'implantation des assistances ventriculaires gauche. J'y suis revenu parce qu'effectivement, s'il faut en implanter 10, Intermax 1 pour en sauver un, les dégâts malheureusement sont lourds en termes de politique et d'image de l'assistance ventriculaire gauche. Alors c'est un peu terrible à dire, mais effectivement maintenant, si le patient est Intermax 1, je ne l'implante pas. Si le patient est âgé et qu'il est Intermax 2 et que c'est une destination thérapie, je ne vais pas l'implanter. Donc je suis devenu restrictif, beaucoup plus restrictif. Là où je suis aussi d'accord avec toi, Pascal, mais là où il faut être attentif, et c'est ce que je vois dans les crashs que j'ai actuellement sur les patients où on m'appelle, c'est qu'effectivement, avec les nouvelles thérapeutiques, c'est indéniable. Il y a des progrès qui sont vraiment très marqués, mais quand ils décompensent, c'est l'explosion en vol. Et surtout, ça va aller très, très vite. C'est-à-dire qu'avant, on avait une golden window très large sans ces nouveaux thérapeutiques. Et effectivement, maintenant, on les maintient beaucoup plus longtemps avec une vraie qualité de vie, avec des vraies performances fonctionnelles. Mais quand ils vont rentrer dans la golden window, ça va très vite, très vite. Et la majorité des patients, maintenant, je les vois, c'est trop tard. C'est un peu mon sentiment. Je suis assez d'accord avec toi et avec Pascal. C'est-à-dire qu'évidemment que les nouvelles thérapeutiques ont changé la donne. Elles expliquent aussi pourquoi on a eu du mal à se repositionner, en partie en tout cas. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'on parle de destination thérapie, on parle de bridge to transplant. On a quand même des patients qu'on laisse dans des situations intermédiaires en espérant qu'ils récupèrent sous médicaments. Quand je dis intermédiaire, c'est à haut risque de décès et dans des conditions de qualité de vie médiocres et qui pourraient bénéficier de la mise en place d'une assistance cardiaque chronique en vue d'une implémentation des thérapeutiques, comme ça a pu être démontré désormais dans des études randomisées, puis des plus grosses cohortes. Et il ne faut pas oublier que nos patients, une fois sous LVAD, comme tu l'as très bien dit, hein, c'est pas juste un patient avec une machine, c'est un patient insuffisant cardiaque avec une machine. Donc, en effet, il faut regarder la machine, il faut regarder les tours par minute, comme tu nous l'as dit, mais on va reprendre toutes les thérapeutiques de l'insuffisance cardiaque, médicamenteuses et non médicamenteuses, comme tu nous l'as aussi bien rappelé. Et en fait, ces patients, au-delà de l'implémentation du débit même de la machine, on va avoir tout le autour qu'on va pouvoir implémenter grâce au débit de la machine, les thérapeutiques médicamenteuses, la rééducation, avec pourquoi pas pour certains, en France, vu qu'on les implante très très avancés dans des phases très terminales, on n'en a pas beaucoup, mais des pays qui implantent plus précocement, on arrive à 10-12% d'explantation. Sauf que le patient, il n'est pas mort, puisqu'on est allé jusqu'à l'explanter, et en plus, il a récupéré avec une qualité de vie, un stade NYHA, un statut fonctionnel au moment de l'explantation qui est nettement supérieur à celui qu'il avait au moment où on l'a implanté. Donc, c'est pas non plus en opposition l'un avec l'autre. Mais par contre, il faut qu'on change un peu notre paradigme et il faut que le suivi de ces patients, comme tu l'as très bien dit, doit se faire par des cardiologues et très probablement, très certainement même, par leur cardiologue initial qui connaît bien l'insuffisance cardiaque. Tout le monde la connaît de plus en plus. Et c'est tout l'intérêt des cours qu'on fait les uns et les autres, des DU, pour essayer de libéraliser, de diffuser un petit peu ces informations à mon sens. Très bien. Ben, merci beaucoup, Michel, pour ce super topo. On va être amené à se revoir, j'espère, très vite pour discuter des résultats de France Max et voir comment
on peut aider ou pas, en tout cas accompagner la mise en évidence de tout ça pour les diffuser. Merci Pascal d'être venu avec nous aujourd'hui. Et puis à très bientôt tout le monde. À très Bonne journée à bientôt. tous. Merci d'avoir organisé encore cet événement.